Dans ce sous-module, nous allons considérer le côté logiciel de l'optimisation énergétique. Ça va se diviser en deux portions selon qu'on a ou pas d'OS. Si on n'a pas d'OS, on doit gérer nous-mêmes les transitions du processeur et des périphériques, alors que s'il y a un OS, il va le faire pour nous, mais on va devoir l'aider. Commençons par le cas sans OS, qui est en général un cas plus bas niveau, où est-ce que, de manière générale, on va essayer entre trois modes d'opération. Le premier, c'est le mode actif, où est-ce qu'on a la capacité de traitement la plus élevée, ou en tout cas parmi les plus élevées qu'offre notre microprocesseur, mais en contrepartie aussi une consommation élevée, et où est-ce qu'on va avoir des périphériques, par exemple de communication, qui vont être actifs. Le mode attente, où est-ce que notre capacité de traitement est très réduite, parce qu'on réduit par exemple de beaucoup la fréquence du processeur, on désactive aussi certains périphériques, mais où on va moins consommer. Et finalement, un mode veille, où est-ce que le processeur est carrément arrêté, il attend une interruption pour le réveiller. Ça peut être une interruption d'horloge, mais ça peut être aussi une interruption de certains périphériques, par exemple une pin qui pourrait le réveiller. Mais pour le reste, la consommation est vraiment très très faible parce que littéralement, on ne fait plus rien. Et ça va ressembler de manière générale à une machine à état un peu comme ça, où est-ce on part dans le mode actif. Si on n'a pas de tâches à effectuer, on s'en va en mode attente, où est-ce qu'on va être capable de rapidement revenir en mode actif, mais consommer beaucoup moins. Et si on s'aperçoit après un certain temps qu'on n'a toujours rien à faire, on peut considérer se placer en mode veille. Comme on en a discuté dans la portion sur le matériel, sortir du mode veille peut prendre un certain temps, donc on ne peut pas le faire tout le temps. Lorsqu'un certain délai sans tâche ou sans interruption est atteint, on peut considérer avoir une heuristique qui nous dit que ça vaut la peine de passer en mode veille. Si on est sur un système qui est ordonnancé par le temps, c'est encore plus facile. Souvent, on sait déjà qu'on n'aura rien à faire dans les prochaines X centaines de millisecondes. On se met en veille pour ce temps-là. C'est encore plus simple. Mais sur d'autres systèmes, où est-ce qu'on a par exemple besoin de réagir à un événement extérieur, on va venir en mode attente. Ici, parfois, des gens me disent, oui, mais la distinction entre actif et attente peut être subtile un peu. Un exemple très commun dans le domaine de l'embarqué, c'est pour la capture de données. Donc, on a par exemple un capteur fictif qu'on doit lire à une fréquence de 1 kHz, donc une fréquence finalement assez rapide, mais on n'a pas forcément à transmettre cette information-là à 1 kHz. Donc oui, ok, on veut le lire, mais c'est probablement pas forcément très grave si on la transmet une fois toutes les secondes, par exemple. Donc, on va passer en mode attente avec un CPU à basse fréquence, seulement le périphérique lié à la capture de données actif, pour lire cette information-là et la stocker, par exemple, dans la RAM. Puis, une fois toutes les secondes, là, on va passer en mode actif, réveiller potentiellement une puce de communication, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, etc., qui va consommer beaucoup plus et envoyer l'information. Mais l'idée, c'est que ça va être beaucoup plus efficace de faire ça comme ça, puisqu'on se réveille seulement une seconde pour faire le traitement lourd, qui consomme beaucoup, et que le traitement fréquent reste un traitement léger en mode attente. Donc, la distinction est quand même importante entre ces deux modes-là. Il faut toujours penser le plus possible être en veille, mais lorsqu'on n'a pas le choix, parce que on a une fréquence qui nous empêche d'entrer en veille très longtemps, le mode avec la fréquence CPU la plus faible et le plus de périphériques possible désactivés est à considérer pour minimiser la consommation. Ça, c'est dans le cas où est-ce qu'on n'a pas d'OS. Si on a un OS, en fait, par exemple Linux, il va faire ce travail-là pour nous. C'est lui qui sait est-ce que je dois quelle fréquence je dois donner à chaque processeur, s'il y en a plusieurs, s'il y en a un seul, quelle fréquence je dois donner à ce processeur-là. Est-ce que donc je dois me mettre en veille? Est-ce que je dois attendre après une nouvelle tâche? Est-ce que j'ai des tâches à effectuer? Tout ça, c'est l'OS qui le fait pour nous. Donc, et pour être franc, il le gère probablement mieux que nous. Cependant, on peut et on doit l'aider. J'ai déjà dit, l'OS n'est pas omnipotent, il ne peut pas prédire le futur sur ce que vous voulez, et plus il en sait, mieux il peut prendre des décisions pour minimiser la consommation électrique. Donc, il y a plusieurs éléments de configuration qui peuvent être à considérer. Ici, j'en donne juste un exemple, parce qu'encore une fois, je veux garder cette présentation-là générale, mais je vous encourage même fortement à aller voir différents éléments de configuration pour le noyau Linux. Vous pouvez voir, ça peut être quelque chose sur lequel on passe des heures à considérer. Ici, un exemple que je donne, c'est que l'objectif est au moins de minimiser le nombre de réveils qui sont dus au noyau. Donc, pas à nos tâches, mais simplement l'OS qui veut se réveiller. Par exemple, un exemple ici qui peut ou pas ne s'appliquer dépendant de vos tâches, mais il y a le paramètre qu'on appelle le Dirty Write Back. Qu'est-ce que ça veut dire pour être très simple? Lorsque vous faites un write sur un fichier, en fait, l'OS vous promet de le faire, mais il ne le fait pas forcément immédiatement. Encore une fois, dans une optique d'optimisation, que ce soit de la consommation ou de la performance. Ce que ça dit ici, donc lorsqu'on a des données qui devraient être écrites, mais qui ne sont pas encore écrites, on dit qu'elles sont dirty. Elles sont finalement sales, elles doivent être envoyées sur le disque pour qu'on puisse dire « Ah là, maintenant, elles sont resynchronisées encore avec le disque ».
Et il y a un délai comme ça dans le noyau qui détermine à quelle fréquence le noyau va le faire. Si on met cette fréquence-là trop rapide, par exemple, si c'est en centièmes de seconde, donc si on met une fréquence à 1 centime de seconde, ben, le noyau va se réveiller à tous les centimes de seconde, ne serait-ce que pour vérifier s'il y a des données à écrire. C'est probablement pas idéal si on dit justement qu'on veut que le processeur passe le plus possible de temps dans l'état de veille ou au moins dans l'état d'attente, donc à une faible fréquence. Donc c'est quelque chose, pour un ordinateur grand public branché sur le 120, c'est probablement pas très grave que la valeur soit plus basse. Mais pour vous, si vous savez que vous n'avez pas beaucoup de ces écritures-là à faire, on peut grandement augmenter cette valeur-là, ce qui va diminuer la consommation. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple aussi, c'est la configuration de l'ordonnanceur, du scheduler. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut définir à quelle période le scheduler va rouler pour dire est-ce que je veux regarder pour un nouveau processus. Si vous utilisez des schedulers comme SchedDeadline, bien évidemment, c'est pas utile parce que SchedDeadline, c'est déjà à quelle période il va rouler. Mais pour le scheduler de base de Linux, ça peut quand même être utile. Et par exemple, ici, là, certaines choses, comme ce qui est mis dans le lien qui est en lien ici, requiert que vous ayez une certaine configuration de noyau. Donc ça, faites attention, c'est pas tout ce qui s'applique à n'importe quel noyau. Si vous fouillez aussi dans ces sources-là, faites attention d'avoir des sources relativement récentes. Je donne un exemple. Dans le temps, dans le bon vieux temps, lorsque j'étais encore jeune et heureux et optimiste de la vie, le noyau Linux se réveillait à une fréquence fixe, par exemple 250 Hz pour faire du scheduling. Depuis ce temps, il y a des améliorations des ordonnanceurs qui permettent au noyau au moins de savoir quand il n'y a pas de processus à ordonnancer de ne pas se réveiller pour rien. Donc, par exemple, config HZ, qui était le gros paramètre pour déterminer ça, ne sert à peu près plus à rien aujourd'hui parce que, ben, tout simplement, lorsque le noyau n'a rien à exécuter, il voit qu'il n'a pas de processus à exécuter dans le prochain quantum de temps, il ne va pas se réveiller pour rien. Donc, il faut toujours faire attention d'avoir des sources assez récentes là-dessus, sinon vous pouvez passer beaucoup de temps à essayer de configurer quelque chose qui n'a simplement plus d'effet. Au-delà du système d'exploitation, il y a ce qu'on appelle les services. C'est-à-dire, bon, il y a Linux qui gère finalement le matériel, mais il y a toute une panoplie de services qui s'exécutent. Un exemple, sur votre Raspberry Pi, vous avez Network Manager qui s'occupe de se connecter au Wi-Fi et qui est donc probablement utile. Donc, ils sont très bien, ils facilitent la vie des utilisateurs. D'un autre côté, ce sont des programmes qui peuvent potentiellement réveiller souvent le CPU et utiliser du CPU aussi. Donc, ici, c'est un exemple. Si vous faites la commande systemctl list unit sur votre Raspberry Pi, vous pouvez voir tous les services qui sont sur votre Raspberry Pi. Et si vous filtrez pour seulement running, à savoir ceux qui s'exécutent en ce moment, ben vous pouvez voir ceux qui s'exécutent. Le fait est que pour certaines applications, on n'a peut-être pas besoin de tous ces services-là. Par exemple, je donne un exemple ici, le Bluetooth, le service qui roule le Bluetooth, ben c'est très utile si vous voulez utiliser le Bluetooth. Si vous n'en avez pas besoin, sans dire que ça va diviser par 2 la consommation, mais ça peut clairement réduire la consommation de ne pas avoir un service qui utilise du CPU pour rien, qui génère potentiellement des interruptions pour rien, simplement pour vérifier que le Bluetooth n'a pas de message envoyé, alors que vous savez qu'il n'y en a pas. Donc, lorsqu'on veut optimiser ça, on peut désactiver les services non requis pour optimiser la consommation. Assurez-vous seulement, lorsque vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire, par exemple, UDEV Control Socket, je n'ai pas besoin de ça, je ne sais même pas c'est quoi un UDEV Control Socket, ben, assurez-vous quand même d'être certain que ce n'est pas quelque chose que le système en général a besoin. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Lisez toujours les manuels des différents services pour être bien certain que vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est pour la partie donc système. Après ça, les programmes eux-mêmes qui s'exécutent sur le système ont un impact sur sa consommation. Par programme, je veux dire littéralement ce que vous écrivez. De manière générale, plus un programme est efficace, à savoir qu'il exécute la même tâche plus rapidement, ben moins il consomme d'énergie. Quelques exceptions peuvent être soulevées, mais c'est une bonne règle du pouce à savoir. Ce qui veut dire, par exemple, faites attention à la complexité algorithmique de vos programmes. Par exemple, vous devez trier quelque chose, on pourrait dire, bon, ben, je vais utiliser une fonction qui est en haut de n carré. De toute façon, c'est correct, mes contraintes temporelles sont quand même satisfaites parce qu'elles sont très lousses. Ben, il reste que ça consomme plus d'énergie qu'utiliser un algorithme de tri qui, lui, serait en n log n, par exemple. Et là, ça, c'est un exemple vraiment stupide, mais il y a plein de choses comme ça que vous pouvez écrire où on peut se dire utiliser une hash table au lieu d'utiliser, par exemple, un vecteur sur lequel vous devez itérer à chaque fois ou une liste chaînée que vous devez toujours modifier. C'est toutes des choses qui, on pourrait croire, ne changent pas grand-chose parce qu'au final, les contraintes temporelles sont déjà satisfaites, mais qui peuvent changer beaucoup de choses lorsqu'on parle d'énergie consommée.
Utilisez aussi les options offertes par le compilateur. Ici, je donne l'exemple qui est tiré d'un article justement qui s'intéresse à la question. Pour GCC, entre les différents modes d'optimisation pour le même programme, on peut voir la différence de consommation. Donc, sans aucune optimisation, à savoir le mode debug, finalement, on est à peu près à 500 joules pour ce programme-là. Encore une fois, la valeur absolue n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est la différence. Dès qu'on commence à optimiser, on peut voir qu'on réduit de 2,5 fois l'énergie requise pour exécuter le même programme. Et même après ça, effectivement, ça diminue moins, finalement. La diminution est moins marquée. Mais par exemple, ici, on peut remarquer qu'on est quand même facilement, là, en mesurant rapidement, au moins à un 10% inférieur en termes d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. Donc, les optimisations, c'est pas seulement pour aller vite, c'est aussi pour finalement réduire l'énergie utilisée par votre programme. Donc, quand vous le pouvez, pas forcément toujours besoin de ces OFAST, qui est une option un peu extrême là-dedans, mais toujours utiliser l'optimisation la plus haute possible pour finalement faciliter la vie du processeur. Considérez aussi le compromis temps CPU et mémoire. Souvent, quand on a des algorithmes, on va avoir à faire un compromis entre un algorithme qui a une complexité temporelle plus élevée ou moins élevée et une complexité mémoire plus élevée ou moins élevée. À savoir, il va utiliser plus de mémoire mais prendre moins de temps, moins de mémoire mais prendre plus de temps. Bien, la mémoire, ça, c'est assez facile à savoir ce que vous avez. En général, dans un système embarqué, vous n'avez pas à vous battre avec 18 autres programmes qui ne sont pas les vôtres et dont vous ne connaissez pas le comportement. Donc, vous pouvez savoir pas mal quelle quantité de mémoire vous avez à votre disposition. Si vous avez un algorithme qui prend peut-être 5 fois plus de mémoire, mais qui divise par 2 le temps CPU, ça vaut probablement la peine, tant que vous pouvez évidemment valider que vous ne dépassez pas la mémoire qui est disponible. Également, faciliter la vie du système d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous groupez les requêtes au périphérique, au système de fichiers autant que possible, bien vous facilitez la vie au système qui peut justement les envoyer un peu tout en batch et le reste du temps, potentiellement même désactiver ou mettre en veille ces périphériques-là. Si vous faites des lectures sans arrêt, bien le système parfois va attendre, on l'a vu avec le paramètre de Dirty Write Back et tout ça, mais ça va être plus difficile pour un OS de déterminer quelle est la meilleure route à suivre entre vous donner la satisfaction le plus rapidement possible ou attendre et réduire la consommation. En les groupant vous-même, ben vous facilitez la vie du système puisqu'il va y avoir de longs moments où est-ce que vous n'aurez pas d'appel à faire au périphérique. Si vous utilisez un ordonnanceur comme SketDeadline, même sans temps réel dur, même si vous n'avez pas vraiment besoin d'un temps réel parfait, ben ça aide aussi le noyau parce que le noyau sait à quel moment il va avoir besoin de traiter, de quelle capacité de traitement finalement. Donc, si vous êtes capable d'ordonnancer au processus avec ça, c'est déjà une bonne chose pour le noyau. Au minimum, si vous dites, bon là c'est un peu compliqué de changer le scheduler pour tout le monde, ben utilisez uSleep, Sleep, aide encore une fois le noyau à savoir que votre processus n'a pas besoin de temps CPU pour telle période de temps. Ça peut être quelque chose qui déjà peut beaucoup aider. Je vous donne aussi un petit truc, il y a un outil qui s'appelle Perf sous Linux. Je ne vais pas trop le détailler parce que ça va beaucoup plus loin que simplement l'optimisation énergétique, c'est aussi l'optimisation de la performance elle-même. Mais ça permet de savoir, par exemple, combien d'interruptions votre programme génère, combien de context switch, donc entre le mode noyau et le mode utilisateur, il génère, combien de cache miss, donc combien de fois une donnée qui devait être dans le cache ne l'est pas et donc force le processeur à la recharger et ainsi de suite. Ce sont toutes des mesures que vous pouvez regarder et essayer de diminuer pour optimiser votre programme. Encore une fois, pas tant dans l'optique qu'il aille plus vite, mais dans l'optique qu'il consomme moins. Donc, c'est un outil que vous pouvez savoir sous Linux, très utile pour justement monitorer finalement ce que font vos programmes. Ça conclut le sous-module sur le logiciel. Dans le prochain et dernier sous-module, on va voir en pratique comment appliquer ça, par exemple, pour le Raspberry Pi.